Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Semences Mag. Nous allons parler d'un sujet ô combien d'actualité ces dernières années. Il s'agit des aléas climatiques et des conséquences sur les cultures. Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'été dernier, lors de la dernière récolte de blé tendre, celle-ci a été en baisse de 26%. C'est énorme et c'est la météo qui est en cause. Beaucoup de pluie au moment de semer. Et puis une grosse sécheresse au printemps. Alors comment gérer ces aléas climatiques et quelles conséquences pour les cultures et en matière de sélection variétale? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jean-Paul Borde, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général d'ACTA. ACTA, c'est les instituts du végétal, donc j'allais dire que vous avez les mains dans le végétal en permanence. C'est ça, oui, on peut résumer comme ça, oui. Alors expliquez-moi, c'est quoi les instituts, l'Institut technique végétal? Alors, en fait, l'ensemble des instituts techniques agricoles, végétaux et animaux sont au nombre de 18, donc métropole et outre-mer, et donc ont une tête de réseau qui s'appelle ACTA. Voilà, donc moi je les représente et l'ACTA développe des services pour l'ensemble de ces instituts techniques et il couvre à peu près l'ensemble des problématiques agricoles sur le plan de la recherche et développement à court terme. Serge Jacquat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agroclimatologue chez ITK et vous vous définissez comme un chercheur de terrain. Alors c'est quoi la différence entre un chercheur qui cherche et un chercheur de terrain? Alors, en réalité, un chercheur de terrain, c'est quelqu'un qui connaît vraiment les problématiques du milieu, qui ne reste pas dans son bureau. Voilà, du côté de la recherche que je fais, c'est des recherches en modélisation. C'est-à-dire qu'on a une grosse partie dans le bureau où on code le vivant pour reproduire en fait la croissance des plantes de façon virtuelle et ensuite conseiller les agriculteurs pour savoir quel itinéraire technique prendre en fonction des données climatiques. Mais moi, je suis particulièrement attaché en fait au terrain, c'est-à-dire que je vais vraiment sur le terrain, je vais voir ce qu'il se passe. Je suis beaucoup d'agriculteurs sur Twitter aussi également pour ça comprendre en fait les problématiques, les faire remonter pour améliorer en fait nos recherches vraiment de façon orientée vers les problématiques de terrain. Alors moi, il y a une question que je voudrais vous poser à tous les deux. On entend dire que l'on connaîtra de plus en plus dans l'avenir d'aléas climatiques. Alors c'est quoi? C'est une vue de l'esprit? Ce sont des propos alarmistes ou c'est juste la réalité? Non, c'est la réalité. C'est un effet collatéral du changement climatique. On sait qu'en tendance, on va avoir un réchauffement des températures. On va aussi avoir probablement sur notre partie de l'Europe de l'Ouest des hivers un peu plus humides et doux. Mais un autre effet collatéral dont on parle moins et qui est plus préjudiciable pour l'agriculture, c'est l'aléa, c'est-à-dire les événements rares, extrêmes, qui étaient rares autrefois, vont devenir plus fréquents. Alors on ne sait pas trop dire, mais on peut imaginer, c'est des coups de froid précoces, des tempêtes, des canicules, etc. Donc des choses qui étaient des événements rares et qui maintenant vont faire partie, pas du quotidien, mais de l'annuel. Et Serge Jacquat, il y a quand même quelque chose de complètement fou. Vous m'expliquez ça quand on a préparé cette émission, c'est que on manque pas d'eau, on a de l'eau, sauf que on l'a au mauvais moment. C'est exactement ça. Expliquez-moi. J'ai été interpellé l'an dernier par des agriculteurs qui ont fait leur somme annuelle de précipitations, comme on dit, et qui ont vu que les précipitations qui sont tombées l'an dernier étaient dans les normes. Sur le fond, donc, on avait autant d'eau qui tombait dans les champs. Sur l'année, c'est ça. Et ils me demandaient en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a eu une sécheresse en cours d'été? Pourquoi j'ai eu un excès d'eau? Mais pourquoi? Enfin, vraiment, il y a des questions qui se posent. Et là, c'est des problématiques qu'on doit répondre dans la recherche et qu'on doit transférer jusqu'à l'agriculture. C'est qu'en fait, d'après les chercheurs du GIEC sur le climat et sur les données du DRIAS qu'on a gratuitement sur le site en France, on observe qu'il va y avoir une augmentation des précipitations en automne et au printemps, et en hiver, pardon. Alors qu'au contraire, une sécheresse va s'installer plus facilement au printemps et va être beaucoup plus intense en été. Donc au final, on a un excès d'eau en hiver et on aura une sécheresse en été. Donc il va falloir apprendre à on va dire, jongler avec cet excès d'eau, stocker éventuellement cet excès d'eau pour le j'allais vous redistribuer dire, en qu'est-ce été. qu'on fait, docteur? Pour stocker cet excès d'eau? Oui, on a de l'eau, alors qu'est-ce qu'on la stocke, on cultive différemment. Alors c'est sûr que si on sème par exemple au mois de mai, ça peut ne pas le faire, quoi. C'est ça, alors là c'est une très grande question. On a un rapport il n'y a pas très longtemps qui a été sorti sur l'eau, l'environnement et le changement climatique, qui préconise en fait simplement, et tous les agroclimatologues sont d'accord, qu'il va falloir stocker cette eau, soit par des retenues qui sont hors du lit mineur et déconnectées du fleuve pour pouvoir
récupérer cette eau en été et la relarguer au final aux agriculteurs ou à d'autres acteurs en été, soit par des barrages, mais là il peut y avoir des conséquences environnementales qui sont plus compliquées à appréhender, soit de nouvelles techniques. Par exemple, on récupère l'eau usée des villes pour l'agriculture périurbaine, mais là ça pose plus des questions, on va dire, d'acceptation de la population à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, il doit y avoir des études environnementales qui sont faites sur ces barrages ou sur ces retenues d'eau, et il doit y avoir un accord en fait entre les villes, les territoires, les agriculteurs et les associations environnementales de chaque région qui seront concernées par cette sécheresse. Alors, créer des bassins, moi j'entends immédiatement les organisations qui défendent l'environnement crier au scandale. On a vu, il y a eu beaucoup de polémiques sur des bassins de rétention d'eau, des choses notamment en montagne, où on disait que ça servait uniquement à faire fonctionner les enneigeurs des stations de ski. Comment on arrive à faire passer le message de la nécessité d'avoir un moyen de conserver cette eau? Oui, alors déjà, première chose, je pense que le changement climatique va opérer des changements dans tous les secteurs d'activité des prochaines années. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les agriculteurs qui sont touchés, mais tout le monde, y compris donc les personnes au quotidien par l'approvisionnement en eau potable, par exemple. C'est un sujet. Hein, bon, voilà. Alors, il est vrai que ce sujet a tendance à crisper un petit peu, à créer des tensions dans la société, parce que très souvent, il est regardé dans une optique de mono-usage. C'est-à-dire, on crée une réserve pour fabriquer de l'électricité, on crée une réserve pour irriguer des cultures, on crée une réserve pour autre chose, etc. Et en réalité, on s'aperçoit, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qu'il ne faut plus raisonner comme ça, il faut faire un raisonnement au niveau du territoire. Et au niveau du territoire, il faut faire l'inventaire des besoins à venir, parce qu'ils seront encore plus importants. Alors les besoins, c'est très vaste, hein, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est la production d'énergie, c'est la production d'eau potable, voilà, ça peut être la pisciculture. Et lorsque on regarde tous ces usages et que l'on met tous les acteurs autour de la table pour dire, voilà, est-ce que c'est pertinent de faire un ouvrage de création de réserve d'eau, les choses changent complètement, parce que ça devient un projet collectif. Et on s'aperçoit que les projets qui ont reposé d'abord sur cette démarche sont les plus durables aujourd'hui. Serge Jacas, ça suppose aussi que les gens se parlent quoi, et s'écoutent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est ça. En fait, il faut que l'État vraiment coordine cette discussion entre tous les acteurs qui ont besoin de cette eau, et notamment les associations environnementales, les agriculteurs, le secteur du tourisme et la recherche, bien sûr. Il ne faut pas oublier la recherche. Et c'est déjà des pas qui sont faits en avant par l'État, grâce au rapport que je vous parlais sur l'eau, l'agriculture, le changement climatique. Et c'est des pas qui doivent être faits par tous les acteurs. Bien entendu, il va falloir faire des concessions pour pouvoir faire ces rétentions d'eau, mais il faut aussi que les agriculteurs fassent des pas en avant pour avoir une agriculture qui replace le sol. C'est ce sol qui contient l'eau, qui replace le sol au cœur des préoccupations pour éviter l'évapotranspiration. Par exemple, avec des agricultures qui seront plus orientées vers l'agroécologie ou l'agriculture de conservation des sols, où le sol va pouvoir retenir plus d'eau et donc gagner quelques précieux jours lors d'une sécheresse. Voilà, il faut vraiment que ce soit tous les acteurs qui avancent. On a un terme que je retrouve, et je suis très content de le retrouver maintenant dans la bibliographie, c'est l'irrigation de résilience. C'est une irrigation en fait qui va éviter de maximiser le rendement, mais on va plutôt irriguer pour garantir la récolte, c'est-à-dire éviter une catastrophe. On ne va pas mettre un surplus d'eau pour avoir le maximum de rendement. Et c'est une agriculture qui va être connectée, une agriculture qui va être connectée aux outils d'aide à la décision, une irrigation qui va être connectée, une irrigation qui va être connectée aux outils d'aide à la décision, donc une irrigation beaucoup plus raisonnée. Alors, on a parlé de l'eau, indispensable. Moi, je voudrais qu'on parle aussi des semences, parce que quelque part, quand on voit ces bouleversements climatiques, on se dit, mais est-ce que les semences classiques que l'on a aujourd'hui, parlant de semences au sens large, est-ce qu'elles sont encore adaptées, ou est-ce qu'on va devoir revoir toute notre palette de semences? Oui, en fait, les semences sont au cœur du dispositif. Alors, il faut bien voir que pour
résoudre le problème de la pénurie d'eau ou de la sécheresse plus fréquente ou de la déformation du climat les prochaines années, il y a plusieurs leviers. Et le choix des variétés est un de ces leviers, mais ce n'est pas le seul. Il y a la création de réserves, on vient de le voir. Il y a aussi les pratiques culturales qui peuvent s'adapter. Donc il y a plusieurs leviers. Mais la création variétale est un des leviers majeurs. Alors pourquoi ? Alors, avant de dire pourquoi, il faut aussi avoir conscience que la variété ne va pas tout régler. Elle va pouvoir régler une déformation tendancielle du climat, c'est-à-dire s'adapter à des choses qui sont un peu différentes, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Par contre, la variété ne pourra pas régler ou peu le problème de l'aléa, c'est-à-dire la chose imprévisible qui arrive. Là, c'est très difficile d'avoir une génétique qui, du jour au lendemain, s'adapte. Mais par contre, la résistance à la sécheresse, par exemple, la résistance aux températures élevées, la résistance à l'excès d'eau. Oui, parce qu'on l'a vu là, justement, avec le blé tendre cet été. Trop d'eau au moment des semis, des champs inaccessibles, donc des activités totalement réduites. Et là, la génétique peut apporter des choses, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une course contre la montre, parce que le climat va se déformer de façon pas exponentielle, mais de plus en plus rapide. Et donc, il faut qu'on anticipe aujourd'hui les variétés dont on aura besoin dans 10, 20, 30 ans. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, il faut qu'on fasse avec les semences un petit peu ce qu'on a fait avec le vaccin contre le Covid-19, c'est-à-dire qu'on aille très 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 vite. Oui. C'est quoi le pas de temps ? Aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt dans combien de temps ? Alors, en fait, ça a déjà commencé. On est déjà dans le changement climatique. Il y a des choses qui ont changé, on le voit bien. Vous citiez une baisse de la production de 26%, ce qui est énorme. Et donc, on est en train déjà de s'adapter. Mais il faut commencer avec le temps, le pas de temps qu'il faut, qui est de l'ordre de la dizaine d'années pour créer des nouvelles variétés, selon les espèces. Il faut déjà commencer à réfléchir aux variétés que l'on va pouvoir utiliser à l'horizon des années 2030-2040. Voilà. Et là, on sait que le climat va pas être le même, on va avoir plus de sécheresse. Donc il y a des dispositifs aujourd'hui où on essaie de regarder quelles sont dans la panoplie des variétés existantes, quelles sont celles qui résistent le mieux à des formes de sécheresse. Parce que là aussi, il faut être assez prudent. On n'a jamais une sécheresse continue. On a une sécheresse qui s'exprime tôt, au milieu du cycle, à la fin, avec de fortes chaleurs, avec pas de chaleur, avec du vent, etc. Donc il y a différentes formes qu'il faut arriver à caractériser et voir comment la génétique peut s'adapter à ça. Alors il y a des perspectives qui donnent froid dans le dos. Vous parliez tout à l'heure, quand on préparait cette émission, du climat de Toulouse, qui serait bientôt le climat de Paris. Dans combien de temps ? Alors, ça dépend des modèles, mais on va dire d'ici 10-20 ans, on va avoir une température moyenne à Paris qui sera égale à celle de Toulouse à l'époque où je suis né, il y a 30 ans. Donc si je vous comprends bien, on fera le rosé de Provence à Dunkerque. C'est un peu plus compliqué quand même, parce qu'il y a d'autres paramètres que la température. Mais déjà, sur les 30 dernières années, sur l'intégralité de ma vie, en fait, la température qu'on a actuellement à Paris, c'est celle qu'on avait à Bordeaux. Donc on voit déjà la remontée du climat vers le nord. Et ça peut se traduire comment ? C'est-à-dire des cultures qui peuvent disparaître dans le sud de la France et arriver dans le Berry, par exemple Alors ça se traduit par des modifications continues ou des chocs. Les modifications continues, c'est cette hausse de la température moyenne annuelle va entraîner une modification de la phénologie, d'adapter de ramener de nouvelles variétés, de nouvelles recherches. Et des chocs. Les chocs, c'est vraiment la date butoir, le moment butoir où la génétique ne peut plus encaisser en fait ces problèmes climatiques. Et le premier choc, on va dire le choc historique que la France a eu climatiquement parlant, c'est le 28 juin 2019, le jour où il a fait 46 degrés chez moi à Montpellier, et avec ce Mistral qui soufflait à 30 km par heure, cette hygrométrie très faible et cette température à 46 degrés, on a vu des pans entiers de forêts méditerranéennes, des forêts résistantes à la sécheresse, de la vigne et des arbres emblématiques comme l'olivier ou le laurier qui ont brûlé sur place. Alors donc, que l'olivier, c'est quand même l'arbre le plus résistant à la chaleur. C'est ça, c'est un emblème du climat méditerranéen. Il n'est pas là pour rien. Il a l'habitude en fait de cette canicule estivale et de cette sécheresse. Mais là, en fait, on a juste simplement dépassé la limite de tolérance des végétaux. Et donc, c'est des températures et des conditions hygrothermiques et de vent qu'on retrouve plutôt dans les déserts. Donc, en fait, à ce moment-là,
la sélection variétale ne peut plus rien face à cet événement. Et donc là, on serait plutôt, face à une multiplication de ce type d'événements, on serait plutôt vers une réorientation complète des filières agricoles, notamment dans les régions méditerranéennes et dans le sud-ouest. Ce seront les régions qui seront le plus impactées par ces chocs thermiques dans l'avenir. Jean-Paul Borde, en matière de semences du futur, justement pour répondre à ces impératifs de bouleversement climatique, qui fait quoi? La recherche publique, la recherche privée, les semenciers, que sais-je encore? Il y a de grands programmes publics qui sont déjà à l'œuvre. Si je parle de Génome, par exemple, c'est un programme qui essaie de voir comment on doit se préparer à sélectionner les variétés de demain en fonction d'un changement climatique attendu. Et vous avez aujourd'hui alors il y a 9 plateformes en France, c'est des dispositifs assez uniques au monde, où on essaie de tester des caractéristiques climatiques en interaction avec le comportement des cultures. C'est ce qu'on appelle des dispositifs de phénotypage, c'est-à-dire on regarde les caractéristiques de la plante, mais alors avec du haut débit, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder une variété à la fois, on en regarde 300 à la fois. Parce que là, on veut aller vite. C'est toujours l'histoire de la course contre la montre. Et en même temps, on fait ce qu'on appelle des identifications de génotypes pour essayer de comprendre, tiens, on voit une variété qui se débrouille bien, là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier dans son génome? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça explique sa résistance à, je sais pas quoi, un coup de chaleur, etc. Et donc, ces connaissances font partie d'un grand programme aujourd'hui qui mobilise la recherche académique, la recherche publique, les instituts techniques, mais aussi les semenciers, qui sont partie prenante de ces programmes, parce qu'évidemment, tout le fruit de ces recherches sont ensuite valorisés par les semenciers pour créer de nouvelles variétés. Oui, parce qu'il y a de l'économie aussi derrière tout ça. Oui, ce qu'on peut trouver peut s'exporter aussi. Il y a des pays qui ont déjà besoin de semences plus résistantes, par exemple, à la sécheresse. Oui, la recherche française est assez en avance là-dessus. On a des dispositifs qui créent, par exemple, j'en ai un en tête, là, qui s'appelle Phénophile, qui crée 17 scénarios climatiques différents sur une grande parcelle de 10 hectares. Donc là, on peut tester vraiment des variétés en conditions comme chez un agriculteur, mais avec un climat différent. Alors, Serge Zaka, j'aimerais que vous me racontiez, parce que vous me l'avez raconté tout à l'heure, parfois vous faites des tests dans des conditions quand même assez extrêmes. C'est ça, dans le cadre de mes études et dans le cadre de ma thèse, on a dû on va dire affronter des situations très extrêmes, puisque nous on travaillait pas en champ, on travaillait en chambre de culture ou en serre, et en fait c'est des chambres, comme on dit, des chambres de culture, c'est des chambres où on peut contrôler le climat à l'intérieur de la chambre. On reproduit la lumière du soleil, on contrôle la température, l'hygrométrie, le vent, éventuellement le taux de CO2, et donc dans le cadre en fait, de mes études pour ensuite travailler dans la modélisation, il faut étudier le comportement des plantes sur l'ensemble d'une gamme de températures qu'on peut observer en France, donc de 0 à 40 degrés. Et on avait quelques manques entre 30 et 40 degrés, il n'y avait pas assez de données. Donc on a dû travailler dans des conditions, en fait, on mettait dans les chambres de culture différents génotypes qui venaient de régions tempérées, de régions méditerranéennes, de régions plus du côté de la Russie, voilà, du nord de l'Afrique. On avait vraiment des régions des génotypes qui venaient de régions climatiquement très variées, et on les mettait dans les mêmes conditions de température et d'hygrométrie. Et on étudiait la croissance des feuilles, l'apparition des feuilles, la photosynthèse, pour savoir quel génotype était déjà habitué à ces conditions de température extrême. Et c'est là où je voudrais rebondir un petit peu sur la discussion que vous venez d'avoir, c'est qu'en fait, il existe déjà des génotypes qui sont intéressants à étudier dans d'autres centres de recherche qui ne sont pas en France. Et ces partenariats qu'on doit nouer avec des centres de recherche, par exemple du côté de la péninsule arabique ou dans le nord de l'Afrique, cette matière génétique qu'on a déjà dans ces régions-là doit être, on doit anticiper son exportation vers la France, puisque le climat remonte plutôt, tous les climats sont décalés vers le nord, et donc ces variétés qui sont déjà adaptées au sud de l'Espagne ou en Italie pourraient s'implanter en France. En quelques secondes, tous les deux, au départ, on a commencé cette émission avec un discours un peu alarmiste. On sera prêt à répondre à ces défis des 10, 20, 30 prochaines années? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a anticipé
le sujet par rapport à la génétique et au changement climatique. Est-ce qu'on apportera toutes les réponses? Ça, c'est pas sûr. Mais une partie des réponses, oui, parce que c'est vraiment anticipé. Et alors, dernier point que je voulais ajouter, face au changement climatique, ça va être la combinaison de ces leviers qui apportera une solution, et pas la seule semence, qui bien sûr est un levier très important. Serge Jacquat, de votre côté, optimiste, pessimiste? Au niveau de l'agriculture, je suis plutôt optimiste parce qu'on a vraiment du matériel génétique très varié dans le monde. Il faut juste vraiment appuyer et financer des recherches à ce niveau-là. Par contre, aux autres niveaux, je suis un peu plus négatif puisque chaque Français, pour l'instant, c'est 11 tonnes de carbone par an de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère, alors qu'on doit descendre à 2 par an pour respecter les accords de Paris. On n'est simplement pas prêt. Voilà. Donc l'agriculture, d'accord, mais le reste, on n'est pas prêt. On essaiera d'envoyer un peu moins de tweets pour justement avoir une empreinte carbone un peu meilleure. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce numéro de Semence Mag et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.